Salut l'équipe, on se retrouve pour le bilan de la semaine sous fond de potentielle troisième guerre mondiale dans un contexte géopolitique très tendu. On a donc une semaine dans le rouge, un mois d'octobre qui commence plutôt mal alors qu'on avait très bien fini septembre. Septembre, historiquement, un très mauvais mois pour Bitcoin. Et pour cette année 2024, Bitcoin a signé un record historique avec plus 7%. Si on continue de regarder l'historique des performances de Bitcoin mois par mois, la fin d'année est généralement plutôt bonne et le mois d'octobre en partie. C'est pour ça que sur les réseaux, il a été renommé cette année, il y a une tendance pour le mois de October. Force est de constater que ça démarre mal, mais nous ne sommes qu'au début d'octobre. Il suffit de quelques jours pour voir une explosion des cours. Si vous regardez un peu les mouvements journaliers, en fait, c'est sur quelques jours généralement que les fortes hausses ou les fortes baisses se font. Donc peut-être on verra en octobre une forte hausse, peut-être pas. Toujours pas de boule de cristal. Et donc dans cette vidéo, on va revenir dans la première partie sur les principales news de la semaine. Et dans la deuxième partie, on ira voir les différentes classes d'actifs, voir comment elles ont évolué depuis la semaine dernière. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant, je partage mon expérience sur cette chaîne YouTube où j'ai fait des vidéos, donc une ou plusieurs par semaine, ça dépend des semaines, donc des vidéos comme celle-ci de bilan de la semaine. Je fais également depuis pas longtemps des analyses de crypto et depuis toujours je fais des vidéos sur la psychologie des marchés, sur les différentes stratégies, sur les cycles du Bitcoin. Je fais également des vidéos tuto, bref, tout un tas de vidéos diverses et variées. Donc si tu penses que ça peut t'aider, je t'invite à t'abonner et à rejoindre notre communauté. Si tu as des idées de vidéos à me soumettre, je t'invite à les partager en commentaire. Et on démarre par cette déclaration de JP Morgan. L'incertitude géopolitique peut pousser les investisseurs vers Bitcoin et l'or. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Vous l'avez compris, il y a un contexte de guerre mondiale, potentiellement de guerre nucléaire. Donc, ça a créé un contexte de peur sur les marchés. Et JP Morgan déclare que ça peut pousser les investisseurs vers Bitcoin et l'or. Et je voulais réagir par rapport à ça parce qu'effectivement, je considère Bitcoin et l'or comme des valeurs refuges, sauf que aujourd'hui, je n'ai pas du tout l'impression que Bitcoin soit considéré comme une valeur refuge par l'ensemble du marché. L'or, oui, ça se voit. Aujourd'hui, le cours de l'or est sur ses plus hauts historiques. Bitcoin, ce n'est pas le cas. Si on revient un peu sur les derniers événements marquants qui ont provoqué beaucoup de peur sur les marchés, depuis, sans remonter trop loin, mais le Covid, la guerre en Russie et là la guerre en Moyen-Orient, le Bitcoin ne se valorise pas suite à ces faits ou à ces annonces. Donc une réserve de valeur, oui, une valeur refuge, pas encore. Ensuite, on a Grayscale, le géant des fonds en crypto, qui a annoncé le lancement du Grayscale AAV Trust pour permettre à ses clients de pouvoir s'exposer aux jetons AAV sans nécessairement aller en acheter directement. Pour moi, ça conforte l'idée que j'ai sur AAV, qui est un des leaders de la finance décentralisée avec son protocole de prêt et d'emprunt. Après, c'est peut-être un biais de confirmation. Souvent, quand on croit à des projets, quand on a des convictions, on va aller vers ce genre de nouvelles qui sont positives pour le projet qu'on apprécie. Mais voilà, ça reste un fait, c'est que Grayscale lance son trust sur AAV qui bénéficie, je trouve, depuis le début d'année, d'une tendance plutôt haussière et intéressante pour la suite de ce cycle. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le préciser, je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dirai dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Chacun est maître de ses propres décisions et responsable de ses choix d'investissement. On continue avec la blockchain Tron, une blockchain que je trouve assez mal aimée par l'écosystème. Et moi, le premier, je ne suis pas fan de son CEO Justin Sun, mais force est de constater que c'est une blockchain qui est très utilisée, qui est très adoptée par la majorité des acteurs de l'écosystème, notamment pour le transfert de stablecoin. On apprend hier que le protocole a généré 577 millions de dollars de revenus au troisième trimestre 2024, ce qui est un nouveau record. Si on regarde ici au niveau des frais, donc qui sont la blockchain ayant généré le plus de frais,
loin devant Ethereum, Solana, Bitcoin, etc. Au niveau du marché des stablecoins, donc on a Ethereum qui a quasiment la moitié du marché avec 49%, et Tron avec plus d'un tiers à quasiment 35%. Donc les deux blockchains se partagent 85% des parts de marché et laissent du coup quelques miettes aux autres blockchains. Donc voilà, Tron vraiment qui prend des parts de marché, qui est une des blockchains les plus rentables, qui génère le plus de chiffre d'affaires, notamment grâce aux stablecoins. Ensuite, le procès de la SEC et de Ripple qui n'en finit plus, puisque c'était censé se finir en août dernier, et on apprend du coup cette semaine que la SEC crée un nouveau rebondissement dans son bras de fer avec Ripple en faisant appel par rapport au jugement donc, qui a eu lieu au mois dernier. Et donc, malgré une amende de 125 millions de dollars, ce procès n'est pas fini. Donc ces 125 millions de dollars, ils sont en suspens dans l'attente d'un nouveau jugement. Ripple a réagi en disant qu'ils étaient déçus mais pas vraiment surpris. Donc on n'en a pas fini avec ce procès de Ripple. Alors il est possible qu'avec le changement de présidence des États-Unis, il y ait également du changement au niveau de la SEC, donc qui est le gendarme financier américain. Gary Gensler, qui fait la guerre aux cryptos depuis maintenant plusieurs années, peut-être sera remplacé par un nouveau directeur et que voilà, la politique sera un peu différente, peut-être moins agressif envers les cryptos, peut-être pas. L'avenir nous le dira. Ensuite, OpenAI, donc la société derrière ChatGPT qui lève 6,6 milliards de dollars, donc un record et qui porte sa valorisation à 157 milliards de dollars. Au niveau des levées de fonds, donc ils font plus que les 6,5 milliards de dollars par Stripe en mars 2023 et devant xAI, donc la startup d'Elon Musk, toujours sur l'intelligence artificielle, qui avait levé 6 milliards de dollars en mai 2023. Donc la valorisation d'OpenAI aujourd'hui monte à 157 milliards de dollars et a pour ambition d'être introduit en bourse, même si aujourd'hui on n'a pas d'échéance par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est intéressant de voir que le secteur de l'IA attire les capitaux. Probablement il en sera de même sur le marché crypto. L'intelligence artificielle a vraiment explosé en 2023 dans l'univers crypto. Il est donc probable que ça continue sur ce cycle. En parlant des mouvements de capitaux, les stablecoins sont une classe de crypto qui attire énormément de liquidités. PayPal qui a annoncé il y a un peu plus d'un an maintenant le lancement de son stablecoin, le PYUSD. Donc ils ont réalisé leur première transaction commerciale. Ce que je voulais vous montrer, c'est un peu plus bas ici, l'évolution de l'offre totale de stablecoin. Donc là on est sur un an, donc on voit depuis un an qu'on est en progression constante, dominé majoritairement par l'USDT et l'USDC. Ensuite, on a le DAI, le FDUSD et l'USDE. Et ensuite, on a 14 stablecoins qui se partagent les miettes de ce marché. Donc, une très forte dominance de l'USDT. Donc, ce sera intéressant de voir si le stablecoin de PayPal arrive à se faire une place dans cet écosystème. Ensuite, un documentaire qui sort la semaine prochaine, proposé par HBO, qui vise à révéler la véritable identité de créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Je me demande bien qui c'est qu'ils vont choisir comme personnalité parmi toutes les personnes envisagées. Voilà, pour moi, on ne saura jamais qui c'est, mais je suis quand même curieux de voir un peu leur reportage, de voir un peu comment ils amènent ça et quels sont les arguments aussi pour identifier le créateur de Bitcoin. Au niveau macroéconomique, cette semaine, les données intéressantes étaient en début d'après-midi, principalement le taux de chômage, donc qui est pour le mois de septembre de 4,1%, donc un taux de chômage qui baisse, 4,2 prévu et 4,2 au mois d'août. Donc j'ai envie de dire quasiment tous les indicateurs sont au vert. On a eu la semaine dernière l'information d'une augmentation du PIB au deuxième trimestre américain, on est porté principalement sur le marché américain. Là, on a une légère baisse du chômage, une baisse de l'inflation. Donc, ces différents facteurs ont amené une baisse des taux qui potentiellement peuvent entraîner une hausse des liquidités. Tout ça est favorable au marché à risque, dont les cryptos. On va aller voir un peu ce que ça donne sur les graphiques.
Au niveau de la bourse, le CAC 40 donc, est dans une belle semaine baissière. Le DAX, côté allemand, pareil, même si lui, il est proche de ses plus hauts. Le CAC, lui, est vraiment en difficulté par rapport à son voisin allemand et également par rapport aux voisins américains. Donc, si on regarde ici, on a le Nasdaq et le S&P 500. On voit le Nasdaq et le S&P 500 qui sont vraiment dans une dynamique très, très haussière, qui sont voilà, pas loin de leur plus haut, notamment pour le S&P 500. On a l'or également qui est très, très chaud puisqu'il est sur ses plus hauts historiques autour des 2650 $ l'once. On a le pétrole également qui est en forte hausse. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bougie verte comme ça sur le pétrole. Donc là, c'est, je pense, lié à ce qui se passe au Moyen-Orient, aux tensions géopolitiques. On avait abordé il y a 2 semaines le risque de passer en dessous des 70 $ par rapport à la récession. Là, ce n'est pas vraiment le cas. C'est plus lié à la crise au Moyen-Orient. Ici, on voit qu'on a les 70 $ qui font toujours office de support. Donc, à voir maintenant si le cours va monter jusqu'à la borne haute de ce range qu'on peut dessiner autour des 95 $. On a une borne haute ici, une borne basse, hop là, ici. Voilà, et donc à voir comment le cours va évoluer dans les prochaines semaines. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser que le cours va repartir sur le haut du range, mais ça c'est qu'une histoire de probabilité. Je n'ai toujours pas la boule de cristal. Au niveau du dollar, donc pareil, le dollar qui réagit fortement. On a un peu de la même manière, on pourrait dessiner ici une borne basse et ici une borne haute. Donc le dollar qui fait office de valeur refuge également. Pour ceux qui ne connaissent pas, le DXY, c'est le dollar versus un panier de devises, donc les plus grosses devises qu'on peut retrouver dans le monde, versus le dollar, donc le dollar qui reprend en puissance par rapport à l'ensemble des devises. On passe maintenant plus spécifiquement au marché crypto, donc en commençant par Bitcoin. Bitcoin, on avait vu la semaine dernière qu'il était en train de faire un plus haut que le mois précédent. Et effectivement, donc on a la confirmation avec la clôture de fin de semaine dernière qu'on a un plus haut, un peu plus haut que le précédent, même si voilà, on n'est pas, c'est pas non plus foufou. Toujours bloqué dans ce bull flag, donc ce canal descendant qui a, selon moi, plus de probabilité de casser par le haut. Hop, comme ça, que de casser par le bas. Donc maintenant, tout ça après, c'est une question de temps. Combien de fois voilà, il faudra rebondir sur cette zone, même si, hop, j'enlève ça, je considère que ici, on a quand même une zone de support à tenir autour des 52 000 $. Voilà, il ne faudrait pas casser ici par le bas. Là, on serait du coup sur quelque chose de plutôt baissier. Pour moi, ce n'est pas le scénario, comme je disais, que j'envisage. J'envisage plutôt une cassure par le haut pour aller du coup retrouver cette résistance ici qui est l'ancienne ATH autour des 71-72 000 $. À court terme, on voit que la zone là, des 60 000 $ est défendue par les acheteurs, même si on n'a pas non plus énormément de volume. Si on passe un peu dans une échelle de temps un peu plus petite, donc en journalier, on voit ici donc qu'on a cette zone des 60 000 qui est du coup défendue. Ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un plus bas autour des 60 000 $ avant d'aller du coup vers le nord. Si je repasse en weekly, donc ce serait d'avoir voilà, un plus bas vers ici, après que ce soit maintenant ou dans 1 ou 2 semaines, avant de repartir potentiellement plus haut pour le October, tant attendu. Au niveau de la dominance, on a un Bitcoin qui est toujours très très fort, très très puissant. La semaine dernière, donc, on avait une semaine de baisse, potentiellement un top de Bitcoin qui était atteint dans sa dominance autour des 58%. Là, on repasse au-dessus des 58%. Est-ce qu'on va aller voilà, jusqu'aux 60%? L'avenir nous le dira. En tout cas, la tendance est clairement haussière sur la dominance du Bitcoin. Il n'y a pas de signe encore de retournement pour une alt season. Du côté d'Ethereum, c'est très très compliqué. On a ici la zone, une zone qu'il va falloir absolument ne pas casser autour des 3200, autour des 2200, 2300 $.
Cette zone qui a fait office ici de résistance avant d'être cassée à la hausse, qui aujourd'hui fait office du coup de support. Ma conviction, c'est que sur cette deuxième partie de cycle, Ethereum va aller surperformer Bitcoin, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, puisqu'on a un Ethereum voilà, qui déjà a des difficultés à défendre ce niveau clé. On a ici autour des 3000 $ une zone pivot. Donc déjà dans un premier temps, il va falloir qu'Ethereum arrive ici à pousser pour casser ce niveau-là. Ça va être la première étape avant ensuite d'aller chercher son ATH. Et donc là, à mon avis, ça va prendre un peu de temps. Ça devrait consolider et voilà, potentiellement casser à la hausse. Mais on a aussi le scénario défavorable à Ethereum où ça casse par le bas et on plonge ici pour revenir en dessous des 2000 $. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura été utile, j'espère également si tu n'es pas encore abonné qu'elle t'aura donné envie de t'abonner, donc si elle t'a plu je t'invite à mettre un petit like. Si également tu veux me partager ton avis dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sort dimanche, qui est l'analyse du projet ANKR. C'est le projet qui a été choisi par la communauté. Je vais mettre un nouveau sondage si tu veux y participer, donc c'est dans l'onglet communauté. Je te dis à très vite et porte-toi bien. Ciao.